Salut tout le monde, bienvenue à Sport Inc. Mon nom est Geneviève Tardif, toujours en compagnie du magnifique Sacha Gavami. Salut Jen. Ça va? Ben oui, je te retourne le compliment. Merci. Hein? C'est Merci. toujours un plaisir. Hey, ça fait déjà quoi là? 7? Non, 6? C'est notre 6e épisode. Notre avant-dernier avant la pause des fêtes. Notre avant-dernier. On va en avoir un dans 2 semaines, puis après ça, une petite pause pour les fêtes, comme plusieurs personnes vont avoir une petite pause avant les fêtes. Oui, puis notre dernier podcast qui a fait quand même jaser, Ouais. surtout sur les réseaux sociaux avec T'es Sandrine t'es Garneau. plus réseaux sociaux que moi. Fait que tu m'as Ouais. fait réaliser hier, tu sais, j'ai pogné ces réseaux sociaux, puis j'allais voir, puis C'est comme, plusieurs, comment on partage? Ouais. C'est qu'est-ce que... tu sais, comment on fait ça? Comment tu regardes ça, ces statistiques-là? Non, mais sans blague, Sandrine, super invitée. Oui. Puis elle a vraiment amené des super contenus. C'était super intéressant. Fait que je suis content. Les gens, j'entends des bons commentaires sur le balado. Ils me disent à quel point ils aiment ça. Fait que je suis content. Ça donne ça donne une bonne humeur quand on vient Ben, ça fait plaisir parce que je pense qu'on travaille très fort pour Ouais. vous donner un produit de qualité, Ouais, quelque chose vraiment. qui se démarque Vraiment. dans ce qu'on veut vous parler, là, la business dans le monde du sport. Exact. Puis même qu'aujourd'hui, là, on a un super beau cadeau pour vous avant les fêtes Ouais. avec un invité de marque là, On a un super invité aujourd'hui, John Sedgwick, qui est l'assistant directeur général du Canadien de Montréal. et directeur général du Rocket de Laval. Ouais. Et John va pouvoir nous en parler plus longuement tantôt, mais c'est lui qui s'occupe de toutes les négociations contractuelles avec les agents des joueurs. Puis là, ben, on l'a booké il y a une couple de semaines et ce qu'on a vu avec Mike Matheson qui a signé son extension de contrat à la fin de la semaine dernière. On a quand même beaucoup de beaux sujets à discuter avec lui. Juste en général, comment ça marche au Ben, niveau dans les coulisses, on Ouais. veut savoir comment ça se passe, puis c'est rare que John fait des entrevues, on va Ouais. se le dire. Et c'est un peu le spécialiste dans l'ombre, tu sais, qu'on connaît peu, mais qui fait beaucoup de choses pour le Canadien Ouais. de Montréal. Donc, il y a probablement beaucoup de questions que vous vous posez que nous, on va avoir des réponses. Oui, puis c'est quand même quelqu'un qui est à l'emploi du Canadien depuis 2013. Ça fait longtemps. Tu sais, fait qu'il il a été avec Lair Bergevin, là, il était avec Lair Hughes Gorton. Donc, en tout cas, on va voir, on va en parler tantôt. Mais Ça va être intéressant. tout d'abord, on va y aller avec à la une du marché Ouais. avec notre segment actualité. Puis c'est sûr qu'il fallait jaser de la situation à McGill. Avec Ouais. tout ce qui se passe, on a décidé de couper 25 équipes sportives. Excellent article, encore une fois, d'Alexandre Pratt dans la presse. On parle d'un fonds de dotation de 2 milliards, mais on est quand même rendu là à McGill. Mais on explique dans l'article que McGill a une situation quand même assez particulière parce qu'on a une trentaine d'équipes sportives. C'est plus que la majorité des universités québécoises. Et il y a certains clubs qui sont pas nécessairement un club sportif, comme Non. l'Escrime, qui est un club plus social. Il y a les Woodsmen, je lisais ça. Woodsmen, donc on fait des activités dans le bois, genre on coupe du bois, on est des bûcherons athlètes, on va dire ça comme ça. Oui, on a décidé de couper ces équipes-là. Ouais. Et il y en a d'autres, je peux donner des exemples là, comme le badminton, oui, c'est ça, baseball, patinage artistique, voile, ski de fond, tennis, des disciplines sans ligue officielle au sein du réseau des sports étudiants du Québec, mais il y en a d'autres qui font partie Ouais. de la RSEQ. Et là, ça choque, c'est le club d'athlétisme. Ouais, l'athlétisme, ça a fait jaser, puis je sais que Bruno Surin essaie de s'impliquer pour André Degrasse aussi, Ouais, là. André Degrasse Ouais. aussi. Regarde, McGill, ça fait longtemps que ça existe. C'est une institution historique planétaire. Oublions Montréal, c'est reconnu à travers le monde. Mais le monde, oui. Et ça a tellement une culture riche en histoire. Il y a un grand sentiment d'appartenance des donateurs. Tu sais, je suis allé récemment à un événement pour leur temple de la renommée de McGill. Laurent a été introduit à la temple de la renommée, puis on est allé à un lunch pour ceux qui allaient être intronisés. Puis tu sens vraiment cette histoire derrière McGill qui remonte à plus d'une centaine d'années. Est-ce que tu as étudié à McGill? Non, à l'Université de Montréal. OK. Mais tu le sens. Quand j'ai vu la nouvelle, je trouve ça inquiétant. En lisant les raisons, je comprends les raisons. Puis oui, il y a les ressources financières, mais les ressources humaines derrière. Mais au final, moi, je pense que ça revient tout à l'argent. Ça revient tout à quel point qu'on peut financièrement gérer ces clubs-là. Puis quand tu es dans une situation où tu dois réduire le nombre d'équipes parce que tu dois couper dans le budget, dans les ressources humaines, il y a des décisions difficiles à prendre. Qu'on soit d'accord ou pas, je pense qu'on peut tous être d'accord que c'est inquiétant. Mais c'est parce que c'est pas juste McGill. Il y a l'Université de Montréal qui coupe dans des équipes sportives, l'Université Laval aussi récemment. Et oui, c'est inquiétant. Puis je pense qu'on réalise pas justement ce que tu viens de dire, comment on organise ces équipes-là, les ressources que ça prend. Oui, ça prend beaucoup d'argent, mais ça prend des gens pour organiser tout ça. Puis
on a peu de moyens, puis je pense que c'est pas juste la direction, c'est beaucoup de choses comme le public aussi qui doit assister à ces compétitions-là. Ben, regarde, qu'on aime ou qu'on n'aime pas les États-Unis, leur politique et tout, je pense qu'il y a une chose que les États-Unis font extrêmement bien, c'est le sport universitaire. Exact. Ils ont réussi le sport universitaire, ils le maximisent à fond. Il y a encore des enjeux, mais ça reste que ce qu'ils ont bâti, il y a un sentiment d'appartenance. Le réseau de donateurs des universités aux États-Unis est très fort. Il y a beaucoup d'argent qui rentre dans les universités de donateurs pour supporter le programme. Je trouve que c'est quelque chose qu'on a moins au Québec et même dans le reste du Canada, ce sentiment d'appartenance avec nos universités. Comme des mécénats. Le mécénat, c'est ça? Oui. Okay. Comme aux États-Unis, c'est pas rare que tu vas voir des anciens étudiants qui ont maintenant gradué, qui travaillent, qui gagnent des beaux sous, de redonner des belles sommes d'argent aux universités pour développer un court de basket ou un terrain de tennis ou peu importe, puis de vraiment mettre l'argent derrière ça. Faut pas oublier, par contre, les Américains ont un système d'éducation quand même différent. Le coût pour aller à l'université américaine est beaucoup plus élevé. C'est pas la même Donc, chose. c'est pas la même chose, OK? On n'est pas dans le même système politique, puis faut le reconnaître avec ses forces et ses faiblesses de part et d'autre. Mais il y a aussi, comme tu l'as dit, le public. C'est-à-dire, si tu veux avoir plus de sous qui rentrent dans le sport universitaire, un peu comme le sport féminin, il faut que des gens assistent, il faut que les gens encouragent. Ça va inciter des meilleurs deals médias, ça va inciter plus d'argent qui rentre. Tu sais, je regardais un match de foot cette année Canada-West, UBC contre l'Université Saskatchewan. C'est diffusé en ligne sur un streaming que tu peux à peine pogner, puis ça marche des fois, mais pas. C'est pas normal que le sport universitaire canadien ne soit pas diffusé à la télévision au même titre que le sport universitaire américain. C'est fou, Jen. Moi, là, ça fait longtemps que je vais aux États-Unis pour le travail et tout. Quand j'y vais, depuis des années, je me souviens. Tu allumes la télé là, dans la chambre d'hôtel, puis tu mets ESPN. Il y a ESPN 1, 2, 3, il y en a plein. Il y a toujours du sport universitaire qui joue. Tout le temps. Donc, il faut changer notre vision un peu de comment on perçoit ou comment on met de l'avant le sport universitaire. Oui, puis dans les médias. Tu sais, je saute un peu du coq à l'âne, mais je pense que tu vas voir où est-ce que je m'en vais avec ça. Le sport féminin connaît un grand essor aux États-Unis. Oui. Pourquoi? Moi, j'ai mon hypothèse. Mais je vais la partager. Moi, pourquoi je pense ça? C'est parce que depuis longtemps, les Américains sont devant le sport féminin. À quel niveau? Au niveau universitaire. Parce que c'est pas rare que tu vas allumer la télévision, puis c'est pas juste du foot là, qui va jouer, de la balle molle, du volleyball. J'ai déjà vu de l'athlétisme. Il y a plein de sports qui vont jouer à ESPN, n'importe pour de l'universitaire. Fait que t'es toujours devant toi. C'est quelque chose que tu vis avec, tu grandis avec. Fait que de voir le soccer féminin NWSL jouer, c'est pas surprenant. C'est comme la suite logique de regarder du college soccer à la télévision. Mais je pense que le sport universitaire au Canada, on a des bons programmes, puis on a du bon niveau, on a du bon foot, on a du bon hockey, on a du soccer, mais on le voit pas. On peut pas. Il n'y a pas de. C'est ça, on peut pas l'apprécier. Puis si on l'appréciait d'une manière différente, le public embarquerait probablement, plein de choses embarqueraient, puis on serait peut-être pas rendu là. Tu t'imagines, McGill, là, c'est la seule université montréalaise avec son propre stade intérieur d'athlétisme. On va faire quoi avec ça si on n'a plus... En tout cas... Puis c'est qu'il reste qu'on a des frais de scolarité beaucoup plus bas. Fait que c'est reste qu'on a moins d'argent qui rentre que les universités américaines. Mais il y aurait moyen que U-Sports travaille à développer ce genre de contenu où est-ce qu'il y a la télévision, puis que je pense que même des réseaux de télévision qui cherchent des contenus à diffuser, puis cherchent des moyens de se diversifier, pourquoi pas créer ce genre de réseau-là? On lance l'appel. Comme Bruni Surin a lancé l'appel, là, les multimillionnaires du Québec, du Canada, venez, on a besoin de vous. Nous, on va plus loin. C'est plus dans l'organisation puis dans la mise en marché. Mais c'est qu'au-delà de le sauver, oui. Tu le sauves en vue de quoi? Si tu fais de le sauver, moi, je trouve que c'est un band-aid. Je suis d'accord avec Bruni, il faut le sauver. Mais moi, je pense que ça prend une tribune, une structure. Ouais. Puis inspirons-nous des Américains de ce qu'on aime, puis inspirons pas de ce qu'on n'aime pas. Mais il y a des éléments, je pense, qu'on peut prendre de leur système de sport universitaire. Je suis d'accord. Ça part bien. Hey, c'est un bon sujet. On arrête dessus le podcast. OK, parfait. Parfait, merci tout le monde. Parlons. Fait que Jen, on t'arrive au mois de novembre. Oui. Ça veut dire quoi? C'est qu'il faut s'abonner à Cause Sport. Oui, parce que c'est lourd, le mois de novembre. Oui, là, c'est plate. Pour un peu le sourire puis s'intéresser à plein de choses, il y a l'application Cause Sport. L'application, c'est Internet. C'est quoi Cause Sport? Balado sur le foot. Le business du sport. Balado sur le hockey. Beaucoup de hockey. Aussi, la poire et le fromage, je sais pas comment tu décris ça. Là. Max, c'est du hockey. Louis, je sais pas trop, mais c'est de l'humour. Du fun. Du fun. Je pense qu'ils connaissent ça. Fait que c'est ça. Mais si les gens veulent voir, ça serait parfait. Puis, ouais. Puis sinon, la chaîne YouTube, il faut s'abonner aussi.
Fait que ouais, tu as accès à tous les contenus de tous ces balados-là en extra et tout sur ça. Fait que c'est le temps de le faire. Faut aller s'abonner. Let's go. OK, on parle maintenant de baseball parce que les Blue Jays de Toronto ont conclu une entente de 7 ans d'une valeur de 210 millions américains avec le lanceur droitier Dylan Cease. Puis toi, tu voulais en parler. Je voulais en parler parce que, bon, on va pas nécessairement commenter chaque signature qui va se passer dans la période des agents libres au baseball, quoique je trouve ça intéressant, mais les Blue Jays ont signé ici, c'était probablement la première grande signature dans le marché. On parle d'un contrat de 7 ans, 210 millions. Donc, on parle de 30 millions par année. Pourquoi je voulais en parler? Parce qu'il a été rapporté que les Blue Jays ont mis de l'argent différé. Ça veut dire qu'il y a une portion de ce montant-là qui va être payée après la fin du contrat, un peu comme Ohtani. Ils vont être payés plus tard. Fait que ce qui fait en sorte que la moyenne annuelle baisse, ce qui fait en sorte que ce qui est calculé pour la taxe de luxe, qu'on a déjà parlé ensemble, oui, c'est la moyenne annuelle qui est calculée. Fait que, en gros, là, on copie les les Dodgers. Blue Jays, ils copient les Dodgers. Ils veulent gagner. Oui. Je pense qu'ils ont été à quelques centimètres avec la glissade de Kiner-Falefa Je sais. de remporter la Série mondiale. Il y a encore une longue saison qui s'en vient. Dylan Cease, c'est un excellent lanceur qui lance beaucoup de strikeouts, beaucoup de prises retrait surprise ou sur balle, je sais pas comment dire ça. Strikeouts. Rétro-bâton, merci. Excuse, ça me gosse. Merci, Ça me tu gosse. parles tout seul. Je me parle tout seul. Là, je suis comme ça. Voyons, ça, je réveille. Fait que c'est ça. Fait que juste que je trouve ça intéressant que ça ait été rapporté que les Blue Jays ont fait ça. Ça crée un précédent pour le club. Ça veut dire qu'ils sont ouverts à faire ça pour d'autres joueurs. Fait que ouais, comme tu as dit, copie les Dodgers. Puis on a du pain sur la planche aussi là, pour se rendre jusqu'à la Série mondiale une autre fois. Ouais, Il y a pas d'autres facile. joueurs comme Beau Bichette là, qui testent le marché des joueurs autonomes après avoir passé les 7 premières années de sa carrière avec les Jays. Ouais. Les chances sont quand même assez Ben, élevées qu'ils reviennent avec les Il ne Jays. faut pas sous-estimer des fois la valeur d'aller au marché pour comprendre c'est quoi le marché. Quand tu t'entends pas sur des chiffres, des fois, c'est bon de dire « Hey, regarde, c'est peut-être moi qui ai dans le tort, peut-être toi qui as tort. On va aller au marché, voyez ce que ça sort, puis on reparlons-nous. » Ben non, Bichette peut signer avec qui veut, mais je crois encore aux chances que Bichette revienne à Toronto. Maintenant, parlons, Sacha, du Canadien de Montréal. Ça va avec notre entrevue qui s'en vient. Parlons du prix des billets, parce que les prix ont augmenté. Selon la catégorie de billets, là, les prix ont augmenté entre 4 et 88 $. Alors, je te donne un exemple. J'ai écouté ce reportage-là là, de Radio-Canada Sport de Marc-Antoine Godin. Et selon Statista, il coûte environ 1 400 $ pour une famille d'aller voir le Canadien. Alors ça inclut quoi? 4 billets à prix moyen, 4 hot dogs, 4 boissons gazeuses, 2 bières, 1 billet de stationnement. Et cette somme-là place le Canadien de Montréal au 3e rang de la LNH après les Rangers et les Maple Leafs. Ça veut dire 380 $ de plus que la moyenne de la Ligue. Et pourtant, ben, tu le sais, tu le vois, le Centre Bell est toujours rempli. Ouais. Comment on explique ça? C'est l'offre et la demande. Le Canadien est l'événement sportif de divertissement, en tout cas, bien des choses au Québec, la plus en vue, la plus c'est demandée. comme le Walt Disney du oui. sport. Tu veux... Et c'est culturel. Les gens, c'est une entité privée. Ils ont le droit de mettre les billets comme ils veulent. Puis c'est aux gens, ils vont s'adapter aux réponses des consommateurs. Puis l'équipe est excitante à regarder jouer. Oui, c'est encore une équipe qui a des hauts et des bas. C'est normal, c'est une jeune équipe. Mais tu vois, moi, je trouve ça normal que ça soit dans les tops plus les chers de la Ligue. On parle quand même du Canadien de Montréal qui, au hockey, pour moi, oui, ça fait partie d'un peu le profil du club. Puis ça me... Il y en a qui vont peut-être trouver ça trop cher, c'est l'opinion personnelle, je comprends. Mais... Oui, mais peut-être qu'il y a d'autres choses qui, eux, il y a des prix qui augmenteraient dans tel loisir que eux, c'est leur passion ou eux, et ça leur dérangerait pas de payer plus cher. Et c'est ça pour la majorité des Québécois. Donc, on est prêt à payer plus cher pour voir le Canadien parce que c'est notre loisir préféré. c'est la décision d'entreprise d'ajuster les prix comme ils veulent. Et c'est le choix aussi des consommateurs de décider comment ils répondent à ça, mais j'ai pas l'impression que ça va changer leurs habitudes de consommation pour un match du Canadien. Je te dis pas si le club était pas bon depuis des années puis qu'on vivait des scénarios similaires à... L'autre fois, on parlait des Pirates de Pittsburgh, que tu connais bien avec leur stade de mariage. Tu sais qu'on m'en parle souvent maintenant? Ben, là, j'espère. C'est un wedding planner qui connaît les stades de baseball de mariage. Tu peux développer une belle niche. Mais oui, mais la Saskatchewan, là, ils n'ont pas grand-chose. Non, ils ont du football, mais ils aiment beaucoup le baseball.
En tout cas, changement de C'est ça. sujet. Là, Fait, mais... fait, non, mais tu sais, je pense que si c'était une équipe qui en recherche année après année, ce serait une chose, mais Ouais, Comme- en tout cas, je reviens sur le fait que j'ai parlé de Saskatchewan parce que j'ai habité en Saskatchewan Oui, 3 c'est ans. vrai. Faut le mentionner. tu as là. travaillé là. C'était pas. C'était J'ai parce que tu travaillé travaillais là, puis j'ai fait ma certification de wedding planner là-bas. En tout cas, fin de la parenthèse, c'est pour ça Oh non, que je la parlais de la parenthèse ne se Saskatchewan. fermera jamais. La- Oh, elle reste ouverte tout au long de ces séries de balados-là. On va revenir de temps en temps parce qu'on trouve ça pertinent. Les gens m'en parlent aussi. Peux-tu en parler à Jen de son séjour à Saskatchewan? Tu me niaises? Non, je te niaise, oui, certainement. Mais ça reste Ok. que moi, j'aime ça penser que c'est vrai. Mais tout ça pour dire que ça fait partie d'une culture. Tu sais, justement, tu parles des Rough Riders de la Saskatchewan. Probablement, si tu augmentes les billets des Rough Riders, les amateurs de Regina, c'est pas grave parce que tu sais, c'est leur vie, les Rough Riders. Mais c'est un peu la même chose pour le Canadien de Montréal. Moi, ça m'offusque pas. C'est une entité privée, ils peuvent le faire s'ils veulent, puis les consommateurs peuvent décider s'ils veulent y aller ou pas. Aussi simple que ça. Passons au segment entrevue. Oui. Donc, on est super choyés aujourd'hui parce qu'on a la chance d'avoir John Sedgwick, directeur général adjoint du Canadien de Montréal et directeur général du Rocket de Laval. C'est gros, là. Oui, très gros. Et il a reçu le prix Bruce Landon à titre de meilleur dirigeant d'une équipe de la Ligue américaine de hockey pour la dernière saison. Alors, hi John. Hello, bonjour. Bonjour. Parlez-vous français? Oui, un petit peu. Je viens de Toronto, mais j'ai commencé l'école en français, même à Toronto. Merci d'être avec nous. Merci d'avoir accepté. oui. Est-ce que vous faites des cours de français un peu comme le capitaine Nick Suzuki, puis on va faire une entrevue en français tout le long? Je pense que je suis même un peu mieux que Nick. Mais pas sur la glace, hors de la glace et en français, oui. Super! mais- Super. Alors, well, you know, even if you're super good at French, on va faire l'entrevue en anglais. Oui. On va faire l'entrevue en anglais sous-titré. Oui, Ça va nous permettre d'avoir plus de viande autour de l'os sur les réponses. c'est ça. Puis voilà, ça va être ça. So let's start with your career. So can you let us know a bit about your professional experience prior to joining the Abs? Sure. I was never good enough at any sport to play professionally, so I pursued education. As is pretty common in the English system, I did an undergraduate degree in political science at Acadia University, and then a 3-year law degree at Dalhousie University, and then I in the English system we have what's called articling, which is I believe Coastal Stage here, essentially a year of apprenticeship. So I articled and practiced at a law firm in Nova Scotia for a few years. But then I decided it was time to really pursue what I was passionate about, which was working in sports. And I left Nova Scotia and returned to my hometown of Toronto to work at the NHL head office in 2006 in the fall. I worked in the league's hockey operations department. At the time, the current setup has 2 departments, one for supplemental discipline and one for the other hockey operations components like video review and officiating. At the time, it was all one department, so essentially our job was watching games every night. Not that bad. Sorry, no, it's not bad, but it has its downsides too. I missed a lot of weddings and a lot of good times. I'm sure that because unfortunately all the games are at night and often on Saturday night. So I did that for so yeah, we did all the supplemental discipline, all the video review. I worked for Colin Campbell and Mike Murphy and Chris King and others. We ran all the GM meetings, so I got to attend a lot of those and get a very high level view of kind of how things work at the NHL around the league. And then of course watching all the games, I view it as like my 10,000 hours of like hockey education, just watching and learning and learning the league. I knew, back then I could name, I could tell you what number every player wore on every team. You got to learn I got to learn the league that way.
And then in 2013, kind of out of left field, I got a call from, my boss had a call from Marc Bergevin asking if he could speak to me. It was a Saturday. I believe I interviewed here in Montreal on the Monday. And then on the Friday, I was living at a hotel across from the Bell Center. And I've been here ever since. That was 2013. So my original title here was Director of Legal Affairs. But really, my core job has never really changed. A lot of what I do is what I would call CBA compliance on the hockey side. Contract negotiations, salary cap kind of oversight, dealing with the league on a lot of just day-to-day issues. Things, my titles have changed, and obviously now the general manager in Laval. But I've been involved with the American League since I started here as well. So yeah, it's been an incredible ride. It's hard to believe it's been this long, but here we are. It's like your first wedding is with the Montreal Canadiens. But Exactly. I said that you are in the shadow. Like, we don't know you a lot in Montreal, but you are doing a lot of things for the Montreal Canadiens. Yeah, that's by design. Sasha and I know each other pretty well, so I agreed to do this podcast. You are playing golf with Sasha? We played golf years ago. We have before. We actually met at a speaking at UDM, I think. Yeah, exactly. At the law school. Yeah, we met. They invited us both on a panel, and we were talking about careers in sports law, and so. And we've remained friends, so we played golf. But I don't need the spotlight. Put it that way. No, but so John, in your day-to-day work, like when there are contract negotiations to be done with players via their agents, are you the one running those negotiations for the club? Yeah, I would say a lot of that depends. With Mark, yes, I would say almost entirely. At least the initial phase of a negotiation. Mark would sometimes, or not sometimes, but often come in later in the process. I think Kent is a little more that's more his background and more his comfort zone. So sometimes it often depends on who has the better relationship with, not better, but who has the relationship with the agent. Or Right. A lot of the recent contracts we've done, you probably have noticed, or with former clients of Kent or agencies. So that's or Kent's agency. So that's a bit of a different dynamic. But certainly very involved in the process. The preparations, as you know, Sasha, it's not. These things don't just sort of happen. No, There's exactly. a lot of background and background work done and thought going into kind of almost every conversation you have. So Kent and I work a lot together on it. Obviously, Jeff Gordon is involved as well, but a little less directly, I would say. Right. Là, est-ce qu'on s'en va dans le crunchy? Well, mon no, Sacha? I have a more of a general question because obviously we're going to get go for into it. specific. Want to get a little bit understand better the approach you guys have taken over the last few years with certain players. But before we get to that, I think it's important to better understand. I come from the football world, right? So you negotiate certain aspects of football contracts. When you negotiate hockey contracts, what gets reported is often, term, total amount, dollars, which then turns into an AAV. And a little bit here and there, we hear about signing bonus and we hear about money up front. But can you kind of give us a bit more insight on what are the aspects that are to be negotiated in these, I would say, in these more established players' contracts, whether they're extensions or free agents or things like that? What are agents and you going back and forth on? Yeah, well, I think you pretty much summarized the two big ones, which is term and money. I would say that's the foundational piece of all of these contracts. For us, the AAV or average amount is probably the most important and significant number because it's what hits our salary cap. Mm-hmm.
I would say over the years, there were some avenues for a little more creativity, like things like deferred money. Yeah. But gradually over time, a lot of those things have sort of been walked back by the NHL. Like the percentage of signing bonus that's allowable as an overall component of a contract is going to decrease again as part of this new CBA. Oh, it will? To Okay. 60, to 60%. Okay. Which has not been a cap until this point. Things like the variability of a contract, like how front loaded it can be. In my time in the league, I think we're now going into I think this will be the third different iteration of that, and every time it decreases the amount you can. Like when you look back at when we acquired Shea Weber's contract, he was making all of his money in the beginning, and at the very end, it was $1 million a year. That contract is no longer permissible under the NHL system. So it's an ever evolving landscape. But yeah, I believe from my understanding of other sports, there are a lot more peripheral items that can be parts of the contract. I read about suites and Major League Baseball contracts. Yeah. We're not not really that. None of those things are even an option in our contracts. That and then I think you hit the other piece, which is trade protection. Yeah. Again, you're only eligible for trade protection once you hit years that would be eligible for unrestricted free agency. So, like when you look at Elaine Hudson, for example, like the first 5 years of his 8-year contract, trade protection is not even part of the conversation because he can't get it because he can't get it. No. Oh, interesting. So it's that doesn't form a big part of the conversation. Signing bonus certainly for a team like us, like for an owner like us that's willing to spend aggressively, is a tool. Get into the whole conversation about present value of money and upfront money. And, there's benefits to having money today rather than having it in 5 years. Exactly. But I was reading, there was an article that came out after you guys did the Matheson deal, and Philip LeCavalier was in an article, and he was quoted talking about, I thought this was interesting. He was saying that the signing bonus was an important factor because it protects from, there's a certain form of buyout protection. Yes. So how does that, so you were saying now that the signing bonus is going to be capped at 60% new CBA, was never capped before. So now you can't get over 6% of the total value of the contract in signing bonus. But how does signing bonus protect from buyout? First, I would say 60% is actually it's still a pretty significant amount. It is, If you look around the league at NHL contracts, there aren't many that would exceed that anyway. There are a few, but essentially, I think people talk about, and this is a bigger topic probably in the NFL, but they talk about guaranteed amount of contracts or guaranteed contracts. And it's a bit of a misnomer, but a lot of people say NHL contracts are guaranteed. They are, but only to a certain point. If you're 26 years old, you can be bought out at 1/3 of the value of your contract. At 26 or younger, once you pass 26, then it's 2/3. So you're 2/3 of your contract is guaranteed, essentially. But any signing bonus basically can't be bought out, I guess is the simple way to put it. So to the extent that a contract has a low salary and a high signing bonus in any given year, it minimizes the upside of. It's not impossible to buy it out, but it really minimizes the upside of doing so for the team because you're not actually reducing your cap exposure that year that much, if you know what I mean. Yeah, exactly. So it doesn't mean it can't. It doesn't mean it's not actual protection in the sense that it can't be bought out. It wouldn't make financial sense to do so. It just there wouldn't be a big upside of doing it. And it's just to be clear, it's 2/3. Let's say Matheson is over 26, so in his case, we'll use him as an example. It's 2/3 of the remaining amount to be paid in the contract. I'm guessing would be the buyout amount. Yeah. Okay. Gotcha. And then the cap hit calculation is a bit convoluted, but it's essentially 2/3 divided over, spread over twice the remaining length of the contract. So. Gotcha. But with signing bonus, and there's all kinds of excellent websites that deal with salary cap and stuff. They'll have salary cap buyout calculators that they're all pretty accurate. You can
you can kind of get a sense from those of what the structures could look like. But yeah, it doesn't. It makes it more difficult to buy the contract out. Got it. Let's stay with Madison. We just Yeah. talk about it. So he just signed an extension for $6 million per year. It feels under the value of the market. So his agent, you just told about his agent that, said you wanted to play in Montreal, the culture, the stability, the family. What goes into the negotiation? Bon, Sacha, Ouais. là, on arrête. Ouais, on prend une petite pause. We're gonna stop. Pourquoi? Parce qu'on vous l'a expliqué. Donc, on va parler avec John. Oui, là, on a parlé de son parcours, de ce qu'il fait avec le Canadien de Montréal. Mais là, maintenant, c'est le temps d'aller dans le crunchy. Ouais, Dans la négociation de contrat avec les joueurs. ouais. Dans les coulisses de comment ça se passe. Puis Ouais. on va parler de ça avec John. Et si vous voulez, mais je le sais que vous voulez en Ouais, savoir ouais. plus parce que on n'a jamais eu cette entrevue-là, ces réponses-là. Non. Il y a beaucoup, beaucoup de choses, des secrets, des coulisses du Canadien de Montréal que vous allez savoir. Et on se dirige sur la plateforme chaosport.tv. Ouais, pour le reste de l'entrevue, on parlait, comme tu dis, des contrats du Canadien, tu sais, comme comment ça s'est fait avec Suzuki, avec Caulfield, avec Slav. Bref, Aïe, 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 je peux pas on croire. va avoir du bon stock avec John. Fait que je vous conseille aux gens de l'écouter. On y va.